Bonjour Victoria, merci à toi de venir partager ton histoire. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots au futur observateur public qui va regarder ton interview? Bah oui, bonjour à toi, bonjour à tout le monde, à toutes les personnes qui vont pouvoir regarder cette interview. Donc moi, je m'appelle Victoria, j'ai 28 ans, je vis en Belgique. Je fais des études d'infirmière et puis voilà en quelques mots qui je suis. Et à mon tour, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Marie-Christelle Biloa-Crouzet. Je suis coach professionnel certifiée, formatrice aussi en communication. Maman de 2 enfants, plus 3, le mari, hein, on ne lui dira pas. Et donc, l'histoire de Victoria m'a beaucoup touchée. Et du coup, vous savez que j'aime les femmes fortes, résilientes, les femmes qui nous montrent que on peut se sortir de toute épreuve et que voilà, il suffit de croire en soi parfois et beaucoup d'entourage, bon, bref, je vais pas spolier l'interview. Écoutez et prenez-en de la graine, j'ai envie de dire. Alors Victoria, déjà, de quoi on va parler? Qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, ton histoire, elle parle de quoi en quelques mots? En quelques mots, j'ai été atteinte d'un cancer de la mâchoire. Donc il y a de cela 6 ans maintenant, 6 ans, 5 ou 6 ans. Bon. Et donc voilà, c'est un peu ça, vu que nous sommes en plus dans le mois de l'octobre rose. Donc voilà, moi j'ai été atteinte d'un cancer de la mâchoire lorsque j'avais 21 ans. Je commençais les études supérieures. Et voilà, tout est parti d'un simple mal de dents et qui s'est transformé au fur et à mesure. On a vu que ça prenait un peu d'ampleur et avec les examens et tout, on a vu que il y avait une petite tumeur, une grosse tumeur qui se cachait en dessous de ce mal de dents. Donc, en quelques mots, voilà, c'est ça. Donc, Ok. Quel a été pour toi le moment le plus difficile, mais qui t'a ensuite fait réaliser que tu étais forte? Le moment le plus difficile, je pense que c'était à l'annonce de la maladie, de la nouvelle à ma mère. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment ça qui a été difficile parce que moi-même, je ne vais pas dire que je l'ai bien pris, mais je l'ai mieux assimilé que lorsque je devais expliquer ça à ma mère et surtout sa réaction. Donc, elle a été en même temps ma faiblesse et ma force vraiment dans cette histoire-là parce que je la regardais, quand je la regardais, moi, j'ai pas d'enfant. J'ai ma maman, j'ai mes frères et sœurs, donc vraiment, c'était ça mon leitmotiv pour pouvoir m'en sortir vraiment pour elle parce que j'ai vu le mal dans lequel elle était et pour moi, c'était inacceptable de la laisser. Donc voilà, ça a été en même temps mon moment le plus dur et ma motivation. Et du coup, quand tu lui as annoncé, comment elle a pris la nouvelle? Là, elle était très choquée. Elle était vraiment, vraiment très choquée. Euh, elle est, elle a, sur le moment, le jour même que je l'ai annoncé, elle a essayé de retenir ses émotions, mais elle a fini par craquer. Donc après, elle se cachait un peu pour pleurer parce que je lui disais que j'avais pas forcément besoin de cette tristesse-là en ce moment-là et qu'il fallait qu'elle soit forte pour moi, pour nous. Donc, elle est tombée malade. Elle a vraiment vécu ça très mal, très très mal. Et moi, je faisais en sorte d'être forte pour elle. Et elle faisait aussi en sorte de cacher ses émotions. Mais bon, c'était assez tendu, mais voilà. Voilà. Quand elle voulait pleurer, elle partait se cacher dans la salle de bain et elle pleurait. Et moi, pareil. Donc, voilà. Quand tu dis j'avais pas besoin de ça à ce moment-là, est-ce que tu sais de quoi tu avais aujourd'hui, avec le recul, est-ce que tu sais de quoi tu avais besoin à ce moment-là ou est-ce que tu le savais déjà à ce moment-là? Ben,
Maintenant, avec le recul, je pense que je trouve sa réaction tout à fait normale. Et si elle n'aurait pas eu cette réaction, je l'aurais peut-être, enfin, je vais pas dire mal pris, mais je pense que les choses ne se seraient pas passées comme elles se sont passées. Donc, je pense qu'avec le recul, c'était la réaction que toute mère aurait eue et devrait avoir. Donc, je n'ai pas dire que elle aurait dû réagir autrement parce que je dois respecter aussi son espace, je dois respecter aussi ce qu'elle ressent. Donc, je peux pas, j'ai pas une potion miracle pour dire que voilà, comment est-ce que tu aurais pu réagir. Voilà, donc avec le recul, ben, sa réaction était tout à fait normale et voilà, avant ça me dérangeait, mais je me rends compte que ben, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison et c'est quelque chose de tout à fait normal. Mm. Donc, voilà un peu comment je vois ça. Mais il faut dire que à ce moment-là, moi, je le prenais pas aussi bien que ça, quoi. C'était, tu m'as déjà tué, tu m'as déjà enterré, tu fais déjà mon deuil, tu et tu ne me soutiens pas, alors que, ben, la pauvre, quoi. Elle exprimait tout, juste son ressenti de maman. Mm. Oui, et puis, enfin, les émotions, c'est pas pour ce genre de nouvelles, c'est pas évident à maîtriser, contrôler, Oui, c'est canaliser. ça, Donc, c'est ça. voilà. Ok. Mm. Comment as-tu géré ton image, ton apparence qui, je suppose, a changé? Mhm. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es regardé dans le miroir et tu t'es dit, OK, aujourd'hui, Victoria, je vais quand même m'affirmer sans filtre. Comment as-tu géré le changement? Le changement, bon, déjà, faut dire que ça a commencé petit à petit, vu que j'avais mal à la dent, je ne pouvais plus manger. Donc, du coup, il y a une perte de poids qui suit tout ça. Donc, j'ai commencé à perdre du poids tout doucement. Au début, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux, tout le temps, Snapchat, Instagram, je postais beaucoup. Et plus je voyais mon physique changer, je ne vais pas dire que j'étais vraiment attachée à 1000% à mon physique, mais bon, j'y tenais quand même. Donc, quand je me voyais maigrir, je voyais que je rentrais plus dans mes pantalons. J'ai commencé à m'éclipser tout doucement des réseaux. On ne me voyait plus. Et pour quelqu'un qui est très actif, bah, les gens Mhm. se posaient des questions. Les gens se posaient des questions. Et, et j'étais tout à la maison, donc je ne me rendais pas compte encore que je n'assumais pas mon nouveau corps, mon nouveau poids et tout. Et donc, après, quand j'ai recommencé à poster, ben, j'avais les réflexions des gens. Ah, mais t'as maigri. Ah, mais pourquoi est-ce que t'es devenu aussi maigre? Qu'est-ce qui se passe? Et personne ne savait en vrai ce que je vivais. Donc, le regard des autres a vraiment eu un impact au début de ma maladie parce que je n'osais plus poster quoi que ce soit, je n'osais plus sortir parce que la première chose qu'on faisait lorsqu'on me voyait, t'as maigri, et j'avais pas envie de forcément raconter à tout le monde que oui, effectivement, j'ai un Mhm. cancer et tout ça. Donc ça a été vraiment la première étape, c'était vraiment, vraiment très compliqué. Et lorsque j'ai commencé les chimios, donc j'ai encore maigri, je suis passée de 56 kilos à 38 kilos. Donc, imaginez un peu, Wow. je suis pas très grande, je fais 1m53, donc 38 kilos, 1m53. À Ouais. quoi est-ce que ça ressemble? C'était un peu compliqué. Donc, voilà, je me cachais un peu derrière mes gros vêtements et tout. Mais physiquement, le visage déjà disait tout. Et ensuite, le deuxième coup dur, ça a été lorsque j'ai été opérée. Donc, Mhm. je me suis retrouvée avec des grosses cicatrices. Là, c'était encore pire parce que grossir, enfin maigrir, on peut manger et grossir. Mais Mhm. se retrouver avec des greffes de peau visibles au niveau de la cuisse, des grosses cicatrices au niveau des jambes et tout, je me demandais, mais comment est-ce que j'allais gérer? Comment est-ce que j'allais gérer? Alors que moi, avant toute cette maladie, j'aimais bien porter des jupes, j'aimais bien, voilà, être bien coquette. Et je me disais, mais comment est-ce que j'allais faire ça? Et j'ai même pensé, tellement que j'étais complexée, à me faire tatouer sur mes cicatrices parce que je me suis dit, c'est gênant. Je ne pourrais jamais accepter ces cicatrices et tout. Et avec l'aide de mes amis, de ma mère, de mon entourage, ben, ils ont réussi à me redonner confiance en moi. Et ma mère m'achetait parfois des jupes, Ok. elle m'achetait des vêtements qu'elle sait que j'aime en temps normal. Mais je n'osais plus mettre. Donc j'étais tout le temps en jeans, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et elle m'achetait vraiment des petites robes, des petits jeans, des petites... Et au fur et à mesure, j'ai commencé à m'accepter. Et surtout,
quand je sortais et que les gens me disaient « Ah, il est beau votre tatouage ». Donc, la cicatrice que je voulais cacher par un Ouais, tatouage, ouais, les gens ouais. pensaient déjà que c'était un tatouage, alors que rien à voir. Donc, j'ai commencé à avoir souvent des compliments sur la cicatrice de ma greffe de peau. Ah, il est beau votre tatouage, ah, c'est beau ça. Ah, donc, les gens se questionnaient. Après, je me dis, bon, tout compte fait, peut-être que c'est moi qui en fais tout un tas. Donc, autant, voilà, prendre ça. Tout le monde n'a pas ça, donc je suis privilégiée. Et Donc, quand j'ai commencé à le prendre comme ça, bah, le physique, c'est pas ça. Après, j'ai grossi jusqu'à maintenant, je cherche à maigrir. Donc, je pense que, voilà. donc J'ai maintenant, tu vite cherches à passé. maigrir. Oui, oui, maintenant, je cherche. Mais oui, parce que j'étais tellement complexée que je commençais à prendre des trucs, des compléments. Je voulais absolument grossir. Donc, je cherchais sur Internet tout et n'importe quoi pour pouvoir reprendre du poids. Et les médecins m'ont dit, le problème, c'est que je risque de faire l'effet inverse. Mhm. Si je laisse pas mon corps se remettre tout seul, si je laisse pas mon corps reprendre du poids normalement, naturellement, avec tout ce que je cherche sur Internet et tout, je risque de non seulement me créer des problèmes, et ensuite faire l'effet inverse. Donc, c'est-à-dire arriver à limite à être obèse. Donc, faudrait que je laisse mon corps faire et j'ai écouté mon corps, j'ai laissé mon corps faire et j'ai été gâtée. donc, Comme donc, quoi, la ouais. perception que parfois on a des choses, enfin, n'est pas toujours la réalité. Voilà. Ouais. Toi, t'aimais pas on va dire, ce super tatouage perçu par les autres, et ouais, au final, c'est celui-là qui marque en fait ta différence et voilà, une part spéciale de toi. Mais c'est vrai. Ok. Parce que enfin, après plusieurs expériences, hein, quand je vais en vacances ou quel que soit l'endroit où je vais, par exemple, je me mets en maillot de bain ou en jupe, les gens j'ai même pas besoin d'expliquer ce que j'ai vécu, ils savent qu'il y a une histoire derrière ça, en fait. Ils savent Mm, que c'est pas quelque chose d'anodin. Il y a une histoire mm, derrière ça et ils sont intrigués. Il y en a qui osent demander. Et il y en mhm, a qui me regardent, mais je ressens, je vais pas dire une admiration, mais les gens se posent des questions. Et ils disent que bon, ça peut être un accident, ça peut être tout, ça peut tout être, et ça peut être tout et n'importe quoi, mais les gens, je marque l'attention et les gens se posent souvent des questions. Et il y en a qui osent me demander si c'est pas trop indiscret, qu'est-ce que vous avez eu? Bon, moi, ça m'a jamais choqué, mais parfois ça choque les personnes avec qui je suis. Quand une mm. personne se permet de me demander ah mais ça m'intrigue, c'est beau, c'est quoi, c'est un tatouage, c'est et moi ouvertement j'explique directement et donc waouh vous êtes courageuse. Donc, mais ça embête souvent les personnes avec qui je suis parce que pour eux voilà c'est un souvenir que c'est quelque chose qu'ils ont peut-être envie d'oublier, mais moi je Mhm. n'ai aucun mal à en parler et bien au contraire je suis très très ouverte à ça. Et effectivement, c'est ce que j'ai vu. Tu sembles très à l'aise de Mhm. parler de ce qui s'est passé. Enfin, voilà, parfois même, tu m'as confié Mhm. certains détails. Et oui, ça frise l'admiration. Et du coup, je me pose la question, est-ce que tu as développé une sorte de super pouvoir pendant cette épreuve ou une force mentale ou émotionnelle qui t'a surprise et que tu pensais peut-être pas avoir cette force-là en toi? Euh, Je vais, sans aucune prétention, je pense que euh, j'ai toujours eu cette petite force de caractère de pouvoir surmonter beaucoup de choses difficiles parce que on va aller encore peut-être dans mon enfance. Donc moi, j'ai eu des parents séparés. Donc à un moment donné, je suis venue rester avec mon papa et ça a été vraiment des années très, très, très difficiles. Ça a été des années très, très difficiles. Donc, je ne vais pas dire que j'ai été préparée moralement à des situations compliquées, mais j'ai envie de dire que si, en fait. Donc, si je n'aurais pas vécu toutes ces difficultés-là, peut-être en étant plus jeune, je ne pense pas que j'aurais eu cette force. Donc, je pense que j'ai été quand même un peu préparée et ça n'a fait que juste renforcer. C'est pas comme si tout était tout beau, tout rose et je me retrouve face à quelque chose Mhm. d'aussi compliqué et je cherche les moyens, je cherche comment est-ce que je vais m'en sortir. J'ai été confrontée très, 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 très jeune à des choses difficiles
où voilà, je me retrouvais seule. Ma mère était à 6 000 kilomètres de moi. Et ça a toujours été elle qui m'a toujours motivée, qui m'a toujours, malgré qu'elle ait été loin, et elle a tout abandonné pour venir me récupérer ici et vivre avec moi. Donc, ça a Mm. toujours été elle l'élément clé depuis toujours, vraiment, depuis toujours. Et ce que ça a fait, surtout, c'est que ça m'a beaucoup rapprochée d'elle. Ça m'a Ok. beaucoup, 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 beaucoup rapprochée d'elle parce que j'avais, je pense, 21 ans. C'est la maman, elle saoule, elle veut pas qu'on fasse ci, elle veut pas qu'on fasse ça. Elle m'appelle, elle me prend la tête. Je voulais déjà partir loin d'elle. Enfin, et Mm. ça nous a beaucoup, 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 beaucoup rapprochés. Et ça m'a rapprochée de ma famille. Ça n'a pas changé la personne que je suis. Au contraire, je suis beaucoup plus sensible, par contre. Je suis très, très sensible maintenant. Et sinon, je pense que ça m'a rendu meilleure. Et voilà. Je pense pas avoir développé des super pouvoirs. Peut-être le super pouvoir que j'ai aujourd'hui, c'est de pouvoir parler à des personnes qui vivent des situations un peu compliquées. Mhm. Et j'ai l'impression que ma parole a plus de valeur, enfin, plus d'impact aujourd'hui quand je conseille une amie ou quand je conseille quelqu'un. J'ai juste l'impression que voilà, ça a un peu plus d'impact et de valeur. Sinon, voilà, à Ok. part ça, toujours pareil. Tu dis que tu as eu pas une enfance difficile, que tu étais déjà préparée, mais du Mhm. coup, il y a certaines personnes aussi qui vivent des situations difficiles Mhm. et qui ont du mal après à se relever de situations encore plus difficiles. Mhm. Qu'est-ce qui, selon toi, différencie, du coup, ces deux mindsets, en fait? Mhm. Je pense qu'il faut avoir cet esprit de leader, Mhm. de toujours vouloir gagner. Faut avoir cette rage en fait de se dire je veux réussir, je veux. Moi j'ai trop de rêves, j'ai trop 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 de rêves, j'ai trop de projets, donc je vois pas. Enfin, quel que soit peut-être voilà c'est Dieu qui est maître de tout, mais je vois pas je vois pas ce qui peut faire que je vois pas ce qui va me faire échouer ou va me faire baisser les bras parce que j'ai un objectif dans ma tête, c'est de réussir. Donc, quel que soit ce qui vient sur mon chemin, que ce soit bon ou mauvais, je prends et c'est un bagage en plus. Donc, je pense que Mhm. déjà, faut croire en soi, faut croire en ses rêves et faut vouloir les atteindre en fait. Donc, si je pense que si j'avais pas forcément de rêve, Mhm. euh, peut-être que je rêve. Je vais me battre pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai pas de raison? C'est vrai, Enfin, pourquoi est-ce que je vais me battre? Si j'ai rien, j'ai c'est pas vrai, c'est vrai. d'objectif, je suis là comme ça, je vis. Non, c'est parce que je sais où est-ce que je veux venir. Et plus toutes ces choses-là m'arrivent, plus je me dis que c'est un témoignage. Mhm. C'est un témoignage pour moi, c'est quelque chose en plus pour moi. C'est déjà que je trouvais que j'étais assez forte par rapport à tout ce que j'ai vécu, la séparation de mes parents, les problèmes, les conflits entre les parents. Je me disais que franchement, comment est-ce que j'ai fait pour vivre ça? Je me dis, bon, mais là encore, avec ce qui s'est passé, avec la maladie et tout, il n'y a plus rien qui peut m'arrêter. Il n'y a plus rien parce que j'ai développé un mindset de. Je m'appelle Victoria en plus. Donc la victoire, je suis victorieuse. Il n'y a que ça Eh qui ouais. m'intéresse. Je me dis, voilà, je porte bien mon prénom. Et je pense que c'est ça. Faut pas, quel que soit ce qui peut arriver, quand tu as un objectif, quand tu as une vision, quand tu. Moi, parfois, je suis dans mon lit, je m'imagine dans 5 ans, dans mes voitures, dans ma maison, ma mère en train de. Ouais, je m'imagine, je m'imagine, je m'imagine, je m'imagine. Donc, je ne peux pas baisser les bras. Tu Mm. t'imagines, mais personne ne le fera pour toi, en fait. Donc, à part te lever, travailler, bosser, croire en toi, personne d'autre le fera. Ma mère, elle peut croire en moi, mais c'est ma mère. Ouais, C'est normal. effectivement. Mais voilà. Donc, je pense que c'est vraiment avoir ce vouloir vaincre. C'est tout. Tu avais un objectif pendant ta maladie qui t'a, qui, selon toi, aujourd'hui, t'a maintenu dans ce mindset. Oui, j'avais un gros, gros objectif. Un très, très gros objectif. C'était le mariage de ma maman.
qui devait avoir lieu l'année qui a suivi ma maladie. Donc, et c'était vraiment mon gros objectif parce que avant de rentrer dans la maladie, on était déjà dans les préparations, on avait déjà été chercher les robes, et donc elle se mariait en juin de l'année qui suivait, je pense qu'en juin 2019, et moi j'ai été malade de janvier 2018, enfin à partir de janvier 2018. Donc c'était un peu compliqué. J'ai commencé mes chimios en juin 2018, donc un an pile poil après, il devait avoir le mariage. Donc, j'avais qu'une seule chose pour moi dans ma tête, c'était pouvoir y assister. Tout pouvait arriver. Tout pouvait arriver. Mais ce mariage-là, je devais y assister. Et c'était vraiment, vraiment, vraiment ma motivation. Et vraiment, ça a été une organisation très spéciale parce que c'est un moment de joie qu'on est en train de préparer alors que moi, on vit quelque chose de... Voilà. Ouais. J'étais entre mes chimios, mes radios. On ne savait même pas si j'allais pouvoir être là-bas, mais j'ai tenu à ce que ce mariage puisse se faire. J'ai longtemps bataillé pour qu'il puisse se faire, mais voilà, on a... Alors, un peu de légèreté. Comment on choisit sa robe entre tout ça? Je l'ai choisi à sa place. Elle n'arrivait pas à faire le choix, donc c'est plutôt moi. Essaye, je choisis. Non, franchement, et on devait voyager. On a voyagé en plus pour aller chercher la robe. Et c'était vraiment, je sais pas, c'est un sentiment bizarre de... Moi, j'ai été émerveillée, en fait, parce que j'imaginais ma mère, elle s'est mariée super tard, ma maman, elle s'est pas mariée jeune, à 20 ans, elle s'est mariée un peu tard, donc c'était vraiment, non seulement j'étais contente, parce que, voilà, aujourd'hui, je pense qu'elle s'est mariée, elle avait 45 ans, enfin, bref, je sais plus trop, mais elle s'est mariée un peu tard, donc j'étais déjà très contente, et en plus de ça, elle avait pas cette joie, en fait. Elle avait vraiment plus cette joie. Elle avait vraiment plus cette envie. Il y avait plus le même engouement. Il y avait vraiment... Et c'est moi qui la motivais. Et donc, je pense que même si elle a gardé la date de son mariage et tout, c'était plus par rapport à moi qui la motivait. Je lui ai dit que j'ai déjà mes tenues et que hors de question qu'on annule ça. Hors de question. Et voilà, elle était triste, mais... Moi, j'étais heureuse. Et je pense que c'est ça qui comptait pour elle à ce moment-là. Donc, j'ai choisi sa robe. Donc, c'est important, tu penses, pour toi, que c'est important d'avoir un objectif quand on traverse une épreuve similaire ou une épreuve autre. C'est important? Très, très important. Très important. Franchement, je pense que c'est la seule chose qui peut faire qu'on se bat. Il y en a, c'est leurs enfants. Moi, j'avais pas d'enfants, donc je m'accroche à quoi, moi? À mes rêves. Peut-être que si j'avais des enfants, je me serais battue pour eux. Mais il faut avoir un objectif. C'est important de se fixer, même le plus petit objectif qui puisse exister. C'est important d'avoir cette vision. C'est vraiment important. On se bat pour ça, finalement. On se bat pour ça. Donc, oui, c'est très, très important, selon moi. Tu m'as parlé à un moment, lors de notre échange, de ta difficulté, pendant ta maladie, à trouver des références. C'est-à-dire, que ce soit dans les réseaux sociaux, à trouver des réponses à certaines de tes questions. Est-ce que tu veux bien en parler là? Oui, donc lorsque j'ai appris la maladie, la première chose que j'ai faite, je suis partie sur Google. J'ai tapé le nom de la maladie, rhabdomyosarcome. Déjà, je vois rien, enfin, pas rien, mais c'est pas comme le cancer du sein où il y a plein de documentation, où on peut lire, on peut se reconnaître. J'ai rien vu qui m'a percutée. Et donc, après ça, je suis partie un peu sur les réseaux sociaux pour voir un peu s'il y avait une fille noire africaine qui a peut-être partagé son histoire, qui avait peut-être un cancer, qui a partagé. Et tout ce que je trouvais, c'était
telle personne est décédée, telle personne est décédée, telle personne est décédée. Je n'ai pas vu de fille qui expliquait vraiment son vécu, comment ça a été, les étapes, par quoi, et qui est aujourd'hui présente et voilà, où on peut voir vraiment l'évolution. Donc, c'était vraiment difficile parce que je cherchais à m'identifier à quelqu'un comme moi. Comme j'avais besoin de ça. J'avais vraiment besoin, ne serait-ce que même pour écrire à la personne, essayer de voir, parce que nous, ce qui est compliqué, c'est que y a beaucoup de... Je me fais soigner en Belgique, il y a beaucoup de choses qui ne passent pas, qui ne sont pas pareilles. Par exemple, ne serait-ce que la nourriture. La nourriture, nous, on mange beaucoup épicé, nous, on mange beaucoup. Et donc, à chaque fois, en Afrique, par exemple, quand quelqu'un est malade, on fait de la sauce avec beaucoup de piment parce qu'on dit, ça va te guérir, tu vas manger. Or que moi, j'ai une mamie à moi, justement, qui j'ai dit, je veux manger telle sauce. Elle m'a ramené la sauce, mais elle avait mis tellement de piment. Alors que j'avais des aftes dans la bouche. J'avais beaucoup de plaies. Donc, or que la nourriture européenne, c'est pas épicé du tout. Donc, en fait, j'avais tellement de questions à me poser à quelqu'un qui vit comme moi, à qui je peux m'identifier, et je trouvais pas de réponse. Et j'ai été très frustrée. Franchement, j'ai vraiment, vraiment été frustrée de... Je sais qu'il y en a, mais je sais pas, je pense que c'est peut-être tabou, ou c'est peut-être quelque chose que les gens ne sont pas à l'aise avec. En tout cas, à l'époque où moi, je recherchais tout ça, ben, j'ai pas trouvé de réponse à mes questions. Donc, c'était vraiment un point d'interrogation et voilà. C'était vraiment frustrant. En tout cas, bravo. Bravo. Aujourd'hui, d'ouvrir la porte à cette comment dire, bravo d'ouvrir la porte à ce sujet-là qui, je pense, est important, oui, même en Afrique et tout. C'est vrai qu'il y a des grandes stars internationales qui parlent très librement de leur maladie, mais bon, c'est aussi bien d'avoir des personnes moins connues qui puissent parler de leur histoire et voilà, pour pouvoir s'identifier.